Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau dossier, un dossier qui a une importance capitale et qui pour autant n'est très peu abordé par les médias. Nous allons parler en effet aujourd'hui de la borréliose de Lyme, plus connue sous le nom de maladie de Lyme. Lyme qui tient son origine de la ville où cette maladie a connu sa naissance dans le début des années 70 aux États-Unis. Pour vous dire l'importance de ce dossier, on appelle également la maladie de Lyme la tueuse silencieuse, car en réalité, elle tue lentement, sûrement, chez de plus en plus de personnes. Quand on dit tuer, ce n'est pas mortel à tous les coups, mais en tous les cas, la maladie se développe en silence et peut aller jusqu'à des paralysies, jusqu'à des atteintes neurologiques ou articulaires qui sont gravissimes. Cette maladie est largement sous-diagnostiquée, très méconnue du grand public, à part le nom. En général, ce qu'on sait, c'est qu'elle est en lien avec une morsure de tique, et ça s'arrête à peu près là. On ne connaît pas toutes les conséquences, toutes les phases d'évolution. Alors l'objectif de ce dossier, c'est de faire de l'information générale, de rester relativement concis, relativement dans une approche de vulgarisation, mais pour autant dans un niveau d'information qui vous permette de comprendre l'enjeu, de savoir quoi faire si vous êtes mordu par une tique, de savoir comment vous en prémunir, et si jamais il y a un certain nombre de symptômes, peut-être vers qui se tourner, ou dans un premier temps, quel protocole on peut adapter. Et dans mon champ de compétences, puisque vous le savez, je suis naturopathe, aromathérapeute, eh bien dans mon champ de compétences, on a déjà pas mal de choses à faire avec des substances naturelles, que ce soit du côté de la phytothérapie, que ce soit du côté de l'aromathérapie, voire de la nutrithérapie, on a déjà un certain nombre de choses à faire. Alors cette maladie de Lyme est normalement n'était pas destinée pour l'humain. En tous les cas, on pourrait dire ça autrement, on pourrait dire que l'humain est qu'un hôte accidentel sur le parcours de la tique, puisque la tique a comme particularité d'être hématophage, c'est-à-dire que c'est un insecte qui se nourrit du sang de ses victimes, et en réalité, c'est lorsque la tique va piquer un animal contaminé lui-même qu'elle va absorber dans son sang la bactérie, ou une des bactéries, on verra qu'il y en a plusieurs en réalité, et une fois qu'elle est porteuse de cette bactérie, eh bien, lorsqu'elle va piquer un autre hôte, eh bien, elle va le contaminer. Donc en fait, au départ, la tique se nourrit essentiellement d'animaux sauvages dans la nature. Dans un premier temps, les petits animaux, puisque en fonction de la hauteur à laquelle elle peut se poser, si elle est plutôt à l'état de larve, c'est-à-dire qu'elle vient de naître il n'y a pas très longtemps, elle va plutôt piquer des petits animaux comme les murènes, comme les souriceaux, voire les lapins. Et ensuite, lorsqu'elle va grandir dans son parcours d'adulte, elle a la capacité de monter sur des hauteurs plus hautes. Et là, si par hasard, un humain se trouve dans la nature, dans la forêt, ou même maintenant de plus en plus dans d'autres lieux que les forêts, on peut trouver ça même dans des jardins de nos domiciles, eh bien, elle va pouvoir également piquer l'homme et à ce moment-là, potentiellement le contaminer si elle-même est porteuse de la bactérie. Alors revenons un petit peu sur l'histoire pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc cette maladie a été décrite à la fin du 19e siècle en Europe, mais elle a été nommée Lyme suite à l'apparition en 1975 aux États-Unis, dans le Connecticut, d'un cas mystérieux. En fait, il y a eu un cas assez mystérieux d'arthrite, on appelait ça de l'arthrite rhumatoïde, puisqu'on verra que certaines bactéries porteuses de cette maladie eh bien, avaient comme voie de prédilection les articulations. Et simultanément, dans ces années 75, il y a 39 enfants qui vont se retrouver, et 12 adultes qui vont se retrouver avec des douleurs très particulières, très invalidantes. Une enquête épidémiologique est menée, et à un moment donné, dans un tout petit village à Lyme, c'est pas normal d'avoir une telle population contaminée. On comprend qu'il y a un facteur qui est en jeu. Parce qu'au départ, les instances médicales étaient plutôt dans le déni en disant non, on ne comprend pas, c'est des rhumatismes, etc. Et à un moment donné, c'est là où, dans les fins des années 70, le lien va être fait entre la morsure, la piqûre de la tique, et la piste infectieuse. Il va falloir atteindre les années 80 où en 1982, l'entémologiste et bactériologiste Willy Bordifer, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, en 2014, donc un personnage contemporain, va découvrir
et publié dans la revue Science, donc revue de renommée, la découverte du germe responsable de cette fameuse maladie bizarre, méconnue jusqu'alors. Et il va décrire, entre autres, les atteintes possibles au niveau articulaire et au niveau neurologique. Et donc, on a pour la première fois le descriptif de cette fameuse maladie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un lien aussi avec des expériences qui étaient faites dans cette région sur des possibles guerres bactériologiques où justement des recherches étaient faites pour infecter des insectes hématophages, entre autres des tiques, avec des bactéries mutantes pour pouvoir faire ces fameuses armes. Donc malheureusement, la piste la plus probable, dans tous les cas, Willy Bordifer l'aurait avoué avant de décéder en disant ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il y avait à quelques dizaines de kilomètres de là des expériences qui étaient faites par des chimistes, par des bactériologistes qui développaient ces armes-là. Donc la piste humaine est fort probable. Mais bon, je ferme la parenthèse, c'est pas ça le plus important. Le plus important déjà, c'est de comprendre qu'il existe différentes formes et les bactéries dont sont porteuses la tique aux États-Unis, celles qui ont été découvertes par Willy Bordifer, n'est pas la même que les bactéries qu'on va retrouver dans les souches européennes. En fait, il y a des mutations, il y a des sélections différentes et ce n'est pas les mêmes bactéries. Et ça revêt une importance, on y reviendra tout à l'heure quand je vais parler des moyens diagnostiques. Alors maintenant, parlons un petit peu de l'incidence. Est-ce que beaucoup de personnes sont concernées? Est-ce que les chiffres qu'on nous communique sont fiables? Vous savez, c'est un peu comme une certaine épidémie il y a quelques années. Je vais faire des parallèles. Malheureusement, il faut aller chercher les informations et on n'est pas sûr qu'elles sont toujours d'une grande fiabilité. Entre autres, ce sur quoi communique la santé publique, donc là je parle pour notre pays en France, eh bien c'est simplement sur la prévalence. La prévalence, c'est le fait qu'il y ait tant de personnes atteintes, tant de nouveaux cas. Donc aujourd'hui, les chiffres officiels de santé publique, il y a 91 cas pour 100 000 habitants, ce qui donnerait une estimation, grosso modo, d'à peu près 60 000 nouveaux cas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette estimation est largement sous-estimée. D'abord, parce qu'il n'y a pas une formation adaptée au niveau du monde médical, à commencer par les médecins. Donc, grand nombre de médecins passent à côté du diagnostic. Et je peux vous témoigner, j'ai eu beaucoup de patients concernés par rapport à ça, qui ont été en errance médicale, me disent-ils, pendant de nombreuses années, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils avaient. On pensait à du rhumatisme, on pensait, quand c'était neurologique, à des maladies neurologiques, voire psychosomatiques. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration. Donc, la borréliose de Lyme ne fait pas partie des maladies qui nécessitent une obligation de déclaration. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les médecins généralistes, d'après le réseau Sentinelle, qui s'occupe de cette vigilance, nous dit que c'est à peu près 2,3% des médecins qui ont une réelle formation capable de détecter cliniquement et d'avoir des chiffres. Donc déjà, on parle de prévalence, c'est-à-dire des nouveaux cas, on ne parle pas des cas totaux, donc il faudra additionner pour avoir les chiffres officiels. Donc on est probablement sur des centaines et des centaines de milliers de personnes, alors à des stades différents, mais donc on est sur un cas important. Aux États-Unis, on parle même de millions plutôt que de centaines de milliers de personnes, c'est vous dire l'importance. Alors, le but de ce dossier, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous sensibiliser, et on va quand même relativiser. Hein, je vois un peu français sur site commencer à vous crisper. Non, tout va bien. Déjà, le but de ce dossier, c'est de faire de l'information, mais de savoir que toutes les tiques ne sont pas infestées. Heureusement. Donc, ce n'est pas parce que vous avez été mordu par une tique que vous allez forcément attraper la maladie de Lyme. Donc d'abord, ça dépend de l'espèce de la tique. Ça dépend également du stade auquel de son développement. La larve, il y a peu de chances qu'elle vous contamine, à part avoir été contaminée par sa mère. Donc les œufs de la mère peuvent également être porteuses de la maladie, mais bon, c'est quand même beaucoup plus rare. Et la nymphe, c'est-à-dire la larve, n'a pas encore mangé. Donc il faut déjà qu'elle ait fait au moins un premier repas pour qu'elle puisse être contaminée. Donc la nymphe qui, elle, déjà a pu manger, là, on a un risque un peu plus important. Et en fait, le risque le plus important, c'est l'adulte, puisqu'on arrive en fait dans sa vie de tique, elle aura fait 3 repas entiers. Et au 3e repas, la femelle
se reproduit même parfois sur l'hôte avec le mâle, et c'est son dernier repas. Ensuite, elle va pondre, et ensuite, il y a tout un cycle de maturation des œufs avant qu'elle devienne larve, etc. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la tique est petite, si vous avez des petites tiques de quelques 2-3 mm, là on est au stade de la larve, et là on a le moyen de le repérer, c'est au niveau du nombre de pattes. Elle a 6 pattes. Ensuite, quand on passe à la nymphe, elle est un petit peu plus grande, donc on passe à une taille au-dessus, on passe à 8 pattes, la carapace se durcit, et c'est simplement la taille adulte, où là on a une tique qu'on peut vraiment voir à l'œil nu, qu'on ne rate pas à l'œil nu, et là on est probablement sur une taille adulte, donc vous pouvez déjà faire ces premières observations. Le risque de développer des chiffres, enfin, ce que nous disent les statistiques au niveau des risques d'attraper cette maladie, le risque d'attraper la maladie Lyme après une morsure de tique infectée est d'environ 14%. Donc d'abord, toutes les tiques ne sont pas infestées. Ensuite, si jamais elle est infestée, il y a 6% de personnes qui, malgré que la tique soit infestée, n'attraperont pas la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils ont une immunité suffisante pour pouvoir pallier. Donc il y a simplement 14% de personnes susceptibles de pouvoir attraper cette maladie. Mais, et la bonne nouvelle arrive, et c'est aussi l'objet de ce dossier, la prévention, ce qui est le cœur de mon métier, mieux vaut prévenir que guérir, eh bien si on extrait la tique dans les 24 premières heures, c'est-à-dire maximum une journée après, eh bien, il y a à peine 2% de risque d'attraper la maladie. Alors certains parlent de 2-3 jours. Honnêtement, par prudence, moi je préfère me limiter à 24 heures. Ça veut dire quoi concrètement? On y reviendra sur les gestes à mettre en place. Ça veut dire tout simplement que dès qu'on va faire une sortie en forêt, et je suis moi-même randonneur et j'adore aller dans la nature, on ne va pas se priver de ce plaisir et de cet espace de ressourcement extrêmement bienfaisant pour notre santé physique et psychique que d'être en contact avec les éléments naturels, au risque d'être contaminé par la tique. Donc, le soir même, en rentrant, si je fais une inspection minutieuse, ou je fais faire une inspection minutieuse par un partenaire ou une partenaire, à ce moment-là, si elle est retirée, elle n'a pas eu le temps de régurgiter la bactérie, la Borrelia, et donc à ce moment-là, il y a quasi aucune chance d'attraper la maladie Lyme. On verra qu'il y a encore d'autres gestes à faire, à mettre en place. Alors, concernant les symptômes, on va voir qu'ils sont multiples. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la symptomatologie est en lien avec la bactérie. On verra qu'il y en a plus d'une trentaine de sortes, mais il faut savoir que comme toute maladie infectieuse, il y a toujours une période d'incubation. Et la période d'incubation concernant la maladie de Lyme peut aller de quelques jours à plusieurs années. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'on ne va pas forcément faire un lien entre une morsure de tique, éventuellement avec un érythème migrant, on verra cette fameuse tache rosacée qui se développe au point de la morsure et qui peut migrer, c'est-à-dire qui se déplace en fonction justement du parasite et de la contamination, ce qui nous donne un tracé. Et bien quand il y en a ça, là on sait qu'il y a contamination quasi à coup sûr. Contamination ne veut pas dire forcément développera la maladie, parce que si l'immunité est capable de faire son boulot, on passe à travers les mailles. Mais attention, là, dès qu'il y a contamination, pour moi, il y a besoin d'avoir un traitement, soit médicamenteux, soit en phyto-aroma, mais en tous les cas, c'est ce que je propose à mes patients et à titre familial aussi, puisqu'on a été concerné à titre personnel, donc c'est ce qu'on fait systématiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les spirochètes, c'est-à-dire les parasites, qui ont une forme de bactéries avec une espèce de petite queue, qui ressemble à d'autres bactéries qu'on a bien connues donnant des maladies au siècle passé, eh bien, ces spirochètes peuvent migrer dans différents organes. C'est-à-dire que certains ont des prédilections plutôt pour le système articulaire, d'autres pour le cartilage, d'autres pour le système neurologique, voire d'autres organes, et ce qui veut dire que ça va donner une symptomatologie très différente. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme symptômes qui pourraient nous dire « Attention, est-ce que, par hasard, je ne suis pas en train de développer une maladie Lyme ?» Ça peut se traduire par des maux de tête. Là, le problème, c'est que les maux de tête, c'est multifactoriel. Il y a plein de raisons d'avoir des maux de tête autres que la maladie de Lyme. Donc, ce n'est pas suffisant.
on peut avoir des atteintes neurologiques au niveau haut, c'est-à-dire des pertes d'audition, des pertes avec des débuts de paralysie du visage. Là, on pense tout de suite à un trophisme ou une atteinte des sclérochètes qui vont plutôt cibler le système neurologique. Donc ça, c'est assez rare, mais en tous les cas, ça existe. Certains peuvent aussi attaquer le cœur et donner des complications cardiovasculaires. C'est assez rare, mais ça existe. Le plus fréquent qu'on va retrouver, c'est plutôt des douleurs musculaires et également des frissons, des fatigues. Ça, c'est un signe que vous devez prendre en compte parce qu'on l'appelle aussi ça, ce qu'on appelle des infections froides, c'est-à-dire qu'en fait, le corps est en train de réagir, fait des frissons comme si on avait de la fièvre, comme une grippe par exemple, hein, mais si on prend sa température, on n'a pas de fièvre, ou si on a une fièvre, elle est très larvée, du style 37,5, 38. Ça, ce sont des signes à prendre en compte. Le signe le plus important à prendre en compte, je l'évoquais au préalable, mais j'y reviens, c'est ce fameux érythème migrant, c'est-à-dire cette tache rosacée, et là pour en avoir vu plusieurs, on ne peut pas passer à travers, donc il fait comme une grosse pièce, donc à l'endroit de la morsure de la tique, et à ce moment-là, cette pièce ou cet érythème va bouger, se déplacer en fonction du parasitage. Donc s'il y a cet érythème, et si en plus il y a des frissons, des fièvres, un état fébrile, eh bien là, on est sûr qu'on est contaminé. Et donc là, comme je disais au préalable, traitement obligatoirement, consultation médicale, moi je conseille en tous les cas, idéalement de se renseigner sur des médecins qui ont des formations adaptées par rapport à ça, donc il existe des réseaux par rapport à ça, mais également traitement allopathique et ou phyto-aromathérapique. On peut se retrouver également comme autre signe, des signes très articulaires. Donc ça, c'est assez fréquent dans les tiques qui vivent dans nos régions, en Europe, et ça va donner comme une espèce d'arthrite. Alors ça peut être localisé à une articulation, ça peut être localisé au niveau de la hanche, de l'épaule, des poignets, et souvent ça fait comme des gonflements. Et là, à ce moment-là, souvent il y a confusion, c'est-à-dire que ça peut être confondu avec justement une maladie arthritique, et on verra qu'on l'appelle aussi la grande mimique ou la grande simulatrice, cette fameuse maladie de Lyme. Voilà. D'autres signes qu'on peut retrouver également comme des troubles au niveau oculaire, au niveau digestif, mais voilà, là on vient de décrire les plus importants. Alors cette première phase, elle va durer à peu près à partir du moment où il y a ce qu'on appelle la phase primaire, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu morsure de la tique, qu'elle a injecté donc ces fameuses Borrelia, ces fameuses bactéries porteuses de la maladie de Lyme, eh bien, en général, à l'issue de la morsure, dans les 30 jours qui suivent, entre 1 et 30 jours, à ce moment-là, il y a l'érythème, et on estime que dans 60% des cas, il y a l'érythème migrant. Donc, c'est pas, encore une fois, malheureusement, on peut passer dans les 40%, c'est-à-dire qu'on peut être contaminé sans l'érythème. Mais dans l'autre sens, quand il y a l'érythème, il y a contamination. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Après cette phase primaire qu'on appelle, donc la contamination, il y a ce qu'on appelle une phase secondaire. Ça dépend si le système immunitaire a été suffisant ou pas. Donc, phase primaire, le système immunitaire est suffisant, il ne se passe rien. Il y a traitement, peut-être ça peut être suffisant ou pas, et il ne se passe rien. Et deuxième possibilité, on rentre dans une phase secondaire, c'est-à-dire que si le système immunitaire est insuffisant, quelques semaines ou quelques mois après la piqûre, il peut y avoir des manifestations au niveau où je vous ai évoqué, c'est-à-dire au niveau articulaire, au niveau nerveux, au niveau cardiaque, voire au niveau oculaire. Et là, ça se traduit par une inflammation. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs, des rougeurs quand c'est articulaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase secondaire. En général, c'est à ce moment-là que les patients consultent, parce qu'il y a beaucoup de signes d'inconfort, de douleur, etc. Et c'est là où, en général, le diagnostic peut éventuellement être posé. Malheureusement, si le diagnostic n'est pas posé, le médecin n'est pas formé, le patient attend avant de consulter, on peut passer dans la troisième phase, qu'on appelle la phase tertiaire, qu'on appelle aussi la Lyme chronique, et ça peut apparaître des mois, voire des années après. Et j'ai un cas familial, personne qui a développé la maladie peut-être une dizaine d'années d'après, et en disant, bon, c'est pas grave, bah oui, mais c'est pas grave, bah si, justement, les dégâts se faisaient de façon silencieuse, et malheureusement, les dégâts étaient très importants. Donc là, on peut avoir des manifestations dermatologiques, ce qui est très peu fréquent en France, plutôt de notre côté de l'arthrite chronique, qui peut même être confondue avec des polyarthrites, voire des atteintes neurologiques qui peuvent faire penser à la sclérose en plaques. Et on verra qu'il y a beaucoup de points communs.
C'est pour ça qu'on l'appelle la grande mimique, c'est-à-dire qu'elle peut mimer même des signes cliniques de la sclérose en plaques, et d'autres atteintes peuvent même concerner le système nerveux et donner comme des étapes, comme un état de dépression. Voilà, donc ça, c'est les différentes étapes. Alors, ça peut transmettre de nombreux pathogènes. Bien sûr, il y a la fameuse bactérie parasite dont j'ai parlé, mais le problème, c'est que la tique, cette seringue à pathogènes, peut aussi attraper d'autres pathogènes comme les babésioses, comme les bartonelloses, comme la fièvre Q, comme des méningoencéphalites attiques ou des rickétioses. Voilà, donc c'est des termes un peu techniques, pardonnez-moi, mais c'est pour dire qu'il y en a une que vous connaissez, c'est la babésiose, c'est la fameuse maladie des griffes du chat. Eh bien en fait, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des co-infections. Ça, c'est important de le savoir, parce que ça explique que certains développent des maladies de Lyme assez anodines, avec des douleurs, des rougeurs pas très confortables, mais d'autres vont se retrouver avec beaucoup de symptômes. Et bien souvent, c'est dû au fait qu'il y a des co-infection. Et là, c'est hyper important, on en parlera, de savoir quel test faire pour voir à travers quoi on a été touché. Donc juste 2 mots pour parler de la babésiose. C'est une infection avec un protozoaire qui s'appelle Babesia, et ça peut être asymptomatique, mais ça peut entraîner des maladies qui ressemblent au paludisme, comme des fièvres anémiques hémolytiques, et donc ça, c'est très gravissime. On peut aussi avoir une bartonellose, comme je disais tout à l'heure, qui est la fameuse maladie du chat, qui n'est pas gravissime, mais qui ne va pas être très confortable. Et puis il y a la phase, cette fameuse arthrite de la maladie de Lyme, donc qui ressemble étrangement à une polyarthrite, parce qu'en fait, le parasite, la bactérie va attaquer le collagène des articulations, et à ce moment-là, ça va créer une inflammation, et on est très proche de la symptomatologie d'une arthrite. Donc là, pensez aussi à ça, surtout s'il y a eu des signes au préalable. Ce qu'il faut savoir, et c'est important de le savoir, c'est que s'il y avait déjà des infections avant la maladie de Lyme, en fait, eh bien, vous êtes beaucoup plus vulnérable au niveau immunitaire. Imaginez une maladie assez anodine, mais pour autant assez invalidante, qui est la candidose. Candida albicans, donc qui est une moisissure, va donner ces fameuses candidoses qui peuvent toucher les organes génitaux, qui peuvent toucher, comment dirais-je, des zones chaudes et humides, comme par exemple l'athlète soute. Donc là, c'est une mycose interdigitale entre les doigts de pied, entre autres, ou une mycose génitale. Eh bien, le système immunitaire est déjà affaibli, et donc là, il y a plus de chances que la maladie de Lyme se développe. Quelqu'un qui a été en contact avec le cytomégalovirus, la maladie du baiser, eh bien, est affaibli au niveau immunitaire, en tous les cas, a plus de chances de laisser passer à travers les mailles du filet immunitaire la maladie de Lyme. Ou tout simplement quelqu'un qui est sujet à de l'herpès, labial ou vaginal, eh bien c'est pareil, c'est l'ensemble de ces autres contaminations possibles augmente les risques. Alors, le but, ce n'est pas de vous faire peur, c'est simplement plutôt d'apporter votre vigilance si vous êtes concerné, que vous êtes porteur du virus de l'herpès ou que du cytomégalovirus. Plus prudence, encore plus que les autres, si vous êtes touché par une morsure de tique et que vous avez cet érythème migrant et éventuellement cet état fébrile qu'on a parlé. Alors j'aimerais citer un grand monsieur, un grand spécialiste de la maladie de Lyme, je crois qu'il est belge d'origine mais qui vit aux États-Unis depuis très longtemps, là il a fait son internat, il s'appelle Richard Horowitz. Alors on vous mettra dans les bonus les documents et également son livre qui est très intéressant à lire, que j'ai étudié, parce qu'en tant que grand spécialiste du sujet, il a beaucoup de choses à nous donner. Eh bien ce que dit Horowitz, c'est qu'en fait, les personnes qui sont dénutries ou qui ont une alimentation hyper transformée, donc carencée en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en enzymes, eh bien ont plus de chances de développer la maladie de Lyme. Donc ça nous intéresse, nous, en tant que thérapeute du terrain, en tant que naturopathe holistique, où on est vraiment dans une approche globale du terrain, eh bien, en gros, ça veut dire que plus je prends soin de la santé, meilleure est mon hygiène de vie, à commencer par l'alimentation, et également, on verra la gestion du stress, et finalement, ce qui est cohérent, plus mon terrain va pouvoir faire son job et lutter contre l'éventuelle contamination de cette bactérie. Alors, j'aimerais
d'expliquer pourquoi aussi cette maladie de Lyme est difficile à traiter et que simplement donner des antibiotiques, comme le propose la médecine allopathique, ce qui n'est pas une hérésie, mais ce qui n'est pas suffisant, parce que, en fait, la maladie de Lyme, pour pouvoir s'installer, ou en tout cas les bactéries, pour pouvoir s'installer et vivre aux dépens de leur hôte, ont développé des stratégies d'adaptation. Elles aussi, elles ont besoin de vivre. Et donc, dans leur stratégie d'adaptation, elles ont développé un moyen de pouvoir rester parasité de façon durable l'autre, qu'on appelle le biofilm. Le biofilm, en fait, c'est une vie en communauté. Les bactéries vont vivre en communauté et se protéger du système immunitaire. On pourrait dire de façon schématique, c'est comme si elles dressaient un filet de protection et qui fait qu'elles deviennent quasi invisibles ou difficilement atteignables par le système immunitaire. Et là, elles peuvent vivre dans un état dormant pendant de nombreuses années et puis se réveiller à la faveur d'une défaillance du système immunitaire, ou quelqu'un qui est fatigué, qui est immunodéprimé, ou qui se fait contaminer par un autre germe, candidose ou herpès, pour prendre ces exemples. Et à ce moment-là, elle va se réveiller et avoir la possibilité de s'exprimer, et c'est là où la maladie arrive. Alors la bonne nouvelle, et encore une fois, je vous mettrai les liens dans le dossier au niveau des bonus, eh bien, c'est qu'on a des moyens naturels pour pouvoir faire sauter ces biofilms. Et ça, c'est très important de savoir parce que les antibiotiques deviennent inefficaces ou pas suffisamment efficaces si on ne s'est pas occupé au préalable de faire sauter le biofilm. Et donc, comment fait-on? Eh bien, on a deux substances. Un qui s'appelle la sérapeptase. Alors la sérapeptase, c'est extrêmement intéressant. C'est une enzyme protéolytique, c'est-à-dire qui casse les protéines, et entre autres les protéines qui constituent cette protection, et elle est produite par le Serratia qui vit dans l'intestin du ver à soie. Donc c'est à travers le ver à soie qui utilise ça pour pouvoir faire sauter lui-même son cocon pour sortir, et vous voyez que la métaphore est intéressante, on va utiliser cette même molécule pour faire sauter les biofilms. Donc là, vous verrez dans les liens, il y a plusieurs laboratoires qui en proposent. Moi, je donnerai l'adresse d'un avec qui je travaille, mais vous pouvez en trouver d'autres, bien évidemment. Après, ce qu'il faut savoir, c'est cette molécule qu'il faut utiliser. Donc ça va être la première chose à faire. Dès qu'on sait qu'on a été contaminé, qu'on a soit l'érythème migrant, soit des signes cliniques, soit un doute, eh bien, même si vous consultez le médecin qui vous donne des antibiotiques, première chose à faire, sérapeptase, pour faire sauter le biofilm. Et ça ne s'oppose pas aux antibiotiques ou à l'aromathérapie, ça les rend au contraire beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est la première possibilité qu'on a, c'est la sérapeptase. On a une deuxième molécule qui peut utiliser une autre substance, ça s'appelle la lactoferrine. Alors moi, pour être honnête avec vous, quand j'ai un patient qui est concerné par le sujet, j'en ai traité un certain nombre, je donne les deux. Je préfère les bretelles et le parachute, mais en tous les cas, si je devais choisir un seul, je prends la sérapeptase. Mais l'avantage de la lactoferrine, c'est qu'elle va également avoir un rôle sur les biofilms, et elle bloque aussi un certain nombre de possibilité de multiplication des bactéries en leur supprimant un outil qu'elles utilisent pour se développer, qui est le fer, et donc elle bloque cette possibilité-là. Donc lactoferrine, deuxième possibilité, soit à la place de la première, la sérapeptase pour le biofilm, ou en complément. Et on a également, du côté de l'aromathérapie, la possibilité d'utiliser une huile essentielle qui est très documentée sur ses capacités à casser le biofilm. Alors je précise que le biofilm n'existe pas uniquement dans la maladie de Lyme. On trouve des biofilms aussi dans des bactéries, dans la maladie fongique. Donc les candidoses dont je parlais tout à l'heure travaillent également sous cette forme de biofilm. Donc c'est intéressant de savoir les armes qu'on a naturelles pour pouvoir casser ce biofilm avant même de s'attaquer sur des antibiotiques ou des anti-infections. Donc là, on a un Américain qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle James Scheller. Eh bien, lui, il dit le meilleur remède anti-biofilm en cas de borréliose, c'est le génol. Et le génol, c'est cette molécule que l'on retrouve dans le clou de girofle ou dans la feuille de cannelier, par exemple. Donc ça, c'est intéressant d'utiliser également cette possibilité-là. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des tests. Côté des tests, j'ai
suspicion de maladie de Lyme, ou j'ai été mordu, ou je m'en souviens pas, je sais même pas, peut-être que j'ai été mordu il y a tellement longtemps que j'ai oublié, j'ai quelques signes, je consulte mon médecin, et là, le médecin va vous proposer de faire un test qui s'appelle ELISA. Le problème, c'est le test officiel. Et si ce test est négatif, on en reste là. Si le test est positif, il va vous proposer de faire un test complémentaire qui s'appelle Western blot. Bon, c'est les deux tests qui existent en France en tous les cas. Le problème, et c'est là-dessus où je vous alertais, c'est de dire que ces tests ne sont pas fiables. Ça veut dire, alors s'il est positif, il y a de fortes chances que ce soit vrai, mais malheureusement, il y a plein de faux négatifs. Parlons du premier. ELISA, d'abord, il est inefficace si on n'a pas attendu au moins 2 à 8 semaines à l'issue de la morsure de la tique, donc après l'inoculation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'anticorps, donc il ne va pas les détecter. On a plein de faux négatifs, mais on a aussi plein de faux positifs. Vous pouvez penser avoir la maladie de Lyme, et en fait, vous ne l'avez pas. Donc pour moi, le plus fiable reste la clinique. Maintenant, en France, s'il y a ELISA, le médecin va demander de faire Western blot. Alors il est plus sensible, plus efficace, donc c'est sûr qu'il vaut mieux avoir les deux de toute façon, sauf que si le premier est négatif et que c'est un faux négatif, vous n'aurez pas le droit au Western blot, sauf à le payer de vos propres deniers, ce que je vous conseille en tous les cas, mais lui-même aussi peut avoir des faux négatifs et des faux positifs. Alors, ce que nous disent les spécialistes, entre autres, je parle sous le couvert de Christian Perron, qui a été quand même le grand spécialiste en tant qu'infectiologue de la maladie de Lyme. Il a fait partie des donneurs d'alerte en expliquant que les médecins n'étaient pas formés, que des patients se retrouvent en errance médicale, qu'on ne prenait pas les choses suffisamment au sérieux. Il a parlé des PCR, on verra qui est le moyen le plus efficace pour le diagnostiquer. Et derrière, en disant que finalement, aucune des méthodes, en parlant de ELISA et Western blot, n'est suffisamment efficace, suffisamment sensible pour être considérée comme fiable, en particulier dans la pratique de routine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. En plus, ces tests, il faut savoir, c'est qu'ils ont été élaborés par rapport à la Borrelia bordifori en hommage à Willy Bordifer dont j'ai parlé préalable, donc c'est-à-dire la bactérie majoritaire. Mais elle est majoritaire, elle n'est pas unique. C'est-à-dire qu'elle est présente à 60% en Europe, alors qu'il y a une dizaine d'autres souches qui existent. Et donc, on peut passer à travers les mailles du filet. Et les anticorps, s'ils ne sont pas en quantité suffisante pour être détectés, ou si le test est fait trop tôt, le patient peut se retrouver avec un test qui est négatif, alors qu'en réalité, il est quand même porteur de la maladie. On a aussi des faux positifs. Les bûcherons, entre autres, ou les personnes qui sont régulièrement exposées pour des raisons professionnelles aux morsures de tiques, se retrouvent avec plein de faux positifs, c'est-à-dire qu'ils ont plein d'anticorps, mais parce que le système immunitaire a développé les anticorps, et pour autant, ils ne développeront pas la maladie. Donc, pour nous résumer, on va dire que pour le moment, le test le plus fiable, c'est le PCR, c'est-à-dire le séquençage à haut débit. Ce sont des tests qui sont beaucoup plus récents, mais en tous les cas, ils ne sont pas remboursés. Là, il faut se tourner du côté de la Suisse, de l'Allemagne, si vous voulez vraiment avoir cette certitude. Maintenant, il y a un autre moyen, et je mettrai encore une fois dans les bonus le lien, c'est de faire un questionnaire médical qui a été établi par le spécialiste de la maladie, Richard Horowitz, dont j'ai parlé tout à l'heure, et il a mis au point un questionnaire symptomatique de ce qu'il appelle les maladies de Lyme chroniques, et donc qui permet de voir si vous êtes concerné par rapport à ça, ou il appelle ça la SIM, c'est-à-dire le syndrome infectieux multisystémique ou maladie de Lyme, voilà, dans les deux cas. Et donc ça permet d'avoir un questionnaire qui est relativement fiable. J'ai eu l'occasion de le tester à plusieurs occasions. Et en tous les cas, avant les tests, faites déjà ça. Et si vous êtes dans le questionnaire positif, il suffit d'acheter le livre de Richard Horowitz. Peut-être qu'il est en ligne, je n'ai pas vérifié, vous pouvez le vérifier. Mais bon, le livre vaut vraiment la peine. C'est un très bon complément de ce dossier pour compléter. Voilà donc les moyens diagnostiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc par rapport à ça, maintenant on va regarder les solutions. Donc d'un point de vue solution, le bon sens me fait dire mieux vaut prévenir que guérir. Donc il y a plein de choses à faire dans la prophylaxie primaire, c'est-à-dire la prévention. D'abord, utiliser des vêtements couvrants clairs. Parce que la tique étant noire, on les verra beaucoup plus facilement.
Avoir sur soi toujours un tire-tic, ces espèces de petits pieds de biche qu'on trouve. Alors, il y a 2 tailles, justement, et c'est bien fait parce que le plus petit correspond à l'état larve, c'est-à-dire des petites bestioles qui font même pas 1 millimètre, à peine 1 millimètre, à peine visible à l'œil nu. Et donc là, vous ne pouvez pas le retirer en dehors de ce tire-tic. Avec une pince à épiler, le risque, c'est de casser le rostre et qu'il reste dedans, et que derrière, il y a une infection à cause d'avoir un corps étranger dans le corps. Donc les tire-tics, on en a systématiquement avec soi quand on part en randonnée ou systématiquement à la maison. On trouve ça très facilement en pharmacie. Deuxièmement, on peut utiliser des répulsifs. Alors, il existe des répulsifs allopathiques, donc c'est vendu en pharmacie. Je vous laisse vous renseigner sur ce que vous pouvez trouver. On peut utiliser aussi des répulsifs à base d'huile essentielle. Il suffit d'avoir 2-3% d'huile essentielle de giroflier, par exemple, qui est un très bon répulsif, dilué dans de l'alcool, parce que ça ne se dilue pas dans de l'eau, faire une espèce de spray, et on peut utiliser ça. L'idée aussi dans une prévention, c'est de rester plutôt sur les chemins. Il faut savoir que quand on s'aventure dans les sous-bois où les herbes sont hautes, les arbustes sont présents, et à ce moment-là, c'est là où les tiques s'accrochent, et c'est là où on a le plus de chances de les attraper. Et attention, mesdames, quand vous allez faire vos besoins naturels, quand vous accroupissez, eh bien, c'est là aussi, c'est arrivé régulièrement que des personnes se retrouvent contaminées à ce moment-là, sur les cuisses ou sur les fesses. Le plus important pour moi, je l'ai dit au préalable, reste de faire une inspection minutieuse à l'issue de chaque sortie en nature et surtout à partir des périodes où les tiques commencent à se manifester, c'est-à-dire en gros à partir du mois de mai et jusqu'à l'automne, qui sont les périodes là où vous trouverez dans leur cycle de vie, où elles sont présentes et elles vont commencer à chercher le casse-croûte à travers le sang de leurs victimes. Et enfin, le dernier conseil d'un point de vue prophylactique, c'est de se promener ou d'avoir chez soi un petit flacon d'huile essentielle de tea tree. Le tea tree, c'est une huile essentielle qui est très intéressante parce qu'elle contient un alcool terpénique très puissant, très anti-infectieux, qui agit sur beaucoup de germes. Et donc, à titre préventif, dès qu'il y a morsure, retirez la tique avec le fameux tire-tic et tout de suite déposer 1 ou 2 gouttes sur la morsure. Et ensuite, veillez des signes, voir s'il n'y a pas de signes cliniques. Donc, résumons-nous, vêtements clairs, évitez d'aller se promener dans des endroits où il y a des grandes herbes, restez sur les chemins, inspection minutieuse après les sorties et utilisation d'huile essentielle de tea tree dès qu'il y a morsure. Ça, c'est les aspects les plus importants. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, si jamais il y a contamination, eh bien, il faut regarder du côté des traitements. Donc là, Horowitz lui parle en tant que médecin des antibiotiques qui sont utilisés. Là, c'est du ressort du médecin, donc c'est votre médecin qui vous donnera les traitements adéquats. Moi, je vais vous parler plutôt de ce qu'on peut faire en médecine naturelle, entre autres en phyto, en aroma. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 2 cas, que ce soit du côté de l'allopathie antibio ou du côté de l'aromathérapie, voire phytothérapie, il faut savoir qu'il y a de fortes probabilités que si vous êtes contaminé, lorsque vous allez prendre un traitement soit antibio, soit aroma-phyto, eh bien vous ayez une aggravation des symptômes. C'est ce qu'on appelle la fameuse réaction de Herx ou Herxmeyer. Donc ça, c'est pas grave, il suffit d'ajuster le traitement, mais ça veut dire que vous êtes contaminé et que le traitement marche. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce cadre-là. Côté naturopathique, qu'est-ce que nous on va proposer? Déjà, dans la logique des choses, ce serait d'avoir un terrain le moins intoxiqué possible, parce qu'on a vu tout à l'heure, et Richard Horowitz le précise, plus on est pollué, plus on est intoxiqué, plus on a de risques d'être contaminé. Donc avoir une alimentation la plus végétale possible, la plus naturelle possible, la moins transformée possible, c'est déjà important. S'il y a des signes cliniques par rapport à la maladie, dans ce cas-là, on va plutôt s'orienter sur un régime anti-inflammatoire, parce qu'on l'a vu, la borrelia va développer une inflammation pour vivre aux dépens de son hôte, et donc là, on a intérêt à limiter au maximum les aliments qui vont faire du carburant pour l'inflammation, schématiquement les produits laitiers, schématiquement les sucres ajoutés, alcool, donc ça, c'est les priorités. Ensuite, on peut agir, et si besoin est, sur les cofacteurs. Imaginez que vous ayez une candidose, vous ayez un herpès, bien il faut traiter ça aussi pour éviter d'avoir des signes d'aggravation.
Si vous êtes sur un terrain carencé, vous ne mangez pas suffisamment de fruits, de légumes, eh bien dans ce cas-là, ça a du sens d'aller prendre des compléments alimentaires avec des antioxydants, des vitamines C, des vitamines D, des minéraux, donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, il faut agir sur le biofilm, donc sérapeptase ou lactoferrine, on l'a vu au préalable. Il faut s'occuper également de son intestin. Donc là, c'est extrêmement important, s'il y a des signes, d'aller prendre des probiotiques de qualité pour renforcer son immunité. Et l'immunité commence par la barrière intestinale. Extrêmement important. Donc là, c'est important. Et puis ensuite, c'est pas tout, il va falloir soutenir son système immunitaire. Donc là, on a un certain nombre de plantes qui ont été étudiées par la science, entre autres une étude qui avait été faite en 2020 d'une équipe de chercheurs en microbiologie et en immunologie à l'université de Johns Hopkins, avait montré les plantes qui marchaient et celles qui ne marchaient pas. Alors moi, je veux parler de celles qui marchent et surtout celles pour lesquelles j'ai de l'expérience. Donc dans celles qui ont une efficacité au moins équivalente aux antibiotiques, on a la Cryptoleptis sanguinolenta. Donc c'est une plante qui marche. Je ne vous en parle pas spécifiquement, je n'ai pas trop d'expérience dans le domaine, mais savoir déjà qu'on a des plantes qui marchent aussi bien, voire mieux que des antibiotiques, c'est plutôt rassurant de voir que si du côté de la nature, on peut trouver des bactéries et origines de maladies, on a aussi les solutions. Autre plante que montrait cette étude de 2020, c'est Juglans regia, le noyer noir, qui a des très bons résultats sur la Borrelia. Celle dont je vais vous parler moi plus en détail, puisque j'ai de l'expérience dessus, c'est l'Artemisia annua, donc l'armoise, qui marche sur le palu, mais qui marche également sur la maladie de Lyme. Et là, j'ai traité des dizaines de personnes avec succès sur ça plus d'autres choses, pas uniquement l'Artemisia, mais ça marche très très bien. Et également, je vous donnerai dans les bonus une adresse pour vous approvisionner, parce que si vous faites pousser l'armoise chez vous, c'est très bien, mais il faut qu'elle corresponde à un biotope pour développer les molécules, entre autres l'artémisine, suffisamment concentrées pour avoir son efficacité thérapeutique. Là, on ne parle pas de boisson d'agrément, on ne parle pas d'infusion, on parle vraiment de phytothérapie. On a les griffes du chat qui donnent des très bons résultats, et entre autres, c'est comme ça, c'est la phytothérapie qu'utilise Horowitz, et la Scutelletia ou la calotte chinoise qui donne également des très bons résultats. Alors personnellement, moi, la première chose que je conseille à mes patients, lorsqu'ils ont les signes cliniques de la maladie de Lyme, ou simplement lorsqu'il y a eu cet érythème migrant, pardonnez-moi, eh bien, c'est d'utiliser la tisane d'Artémisia. C'est le traitement ancestral contre le palu. C'est celui qui soutient le mieux le système immunitaire et qui a également un effet antiparasitaire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc vous regarderez comment vous approvisionner si vous souhaitez utiliser mon sourcing, en tous les cas. Le protocole de Horowitz, lui, il utilise justement les fameuses grippes du chat, et il y a un laboratoire qui s'appelle Nutramedix, je vous mettrai également les liens, et entre autres qui propose ce médicament, enfin cette plante médicament, qui s'appelle le Samento, parce que c'est un extrait hydroalcoolique dans lequel on concentre les principes actifs des griffes du chat. Donc ce que dit Horowitz, et je parle sous couvert de son expérience, on a un produit qui est plus efficace que si on prenait des gélules ou des gélules de griffes du chat. Donc ça c'est intéressant. Et la deuxième plante qu'utilise Horowitz, c'est le banderole, également qu'on trouve dans le même fabricant, Nutramedix, qui est un laboratoire américain, mais qui est également qu'on peut trouver sur leur site internet, exporté en Allemagne. C'est un extrait hydroalcoolique de l'écorce d'Otoba. Et l'association des deux permet d'avoir une efficacité extrêmement intéressante. Lui, ce qu'il propose, c'est de faire un traitement sur 2 mois, et ensuite il relaie sur des antibiotiques. Donc moi, je ne vais pas parler des antibiotiques, ce n'est pas dans mon champ de compétences. Donc à voir si vous arrêtez là ou si par sécurité vous faites les antibiotiques. Donc là, à voir en accord avec votre médecin. Donc ce que nous dit Horowitz, et c'est très important, c'est que Borrelia bordiflori a une durée de vie qui peut aller de plusieurs semaines jusqu'à 6-8 mois. Donc faire un traitement contre la maladie de Lyme, pour pallier à la maladie de Lyme, ça veut dire ne pas s'arrêter au bout de 2 mois. On peut faire une pause, mais il faut refaire au moins 2 mois, 2-3 mois après, refaire une deuxième fois, voire une troisième fois. Et par précaution, quand il y a vraiment beaucoup de symptômes, moi je fais 2 ou 3 protocoles, Artemisia annua, Samento plus banderole. On fait ça sur 2 mois.
on fait une pause et on commence 2 mois après, on fait une pause de 2 mois et éventuellement, pourquoi pas, une 3e fois. Donc ça, c'est extrêmement important de savoir. Et puis ensuite, on a l'aromathérapie. Donc là, je ne vais pas détailler, parce que ce ne serait pas très convivial sur une vidéo, mais je vais mettre ça dans le dossier, des protocoles qui ont été mis au point par Dominique Baudou, donc, qui est un grand expert en aromathérapie, avec qui j'ai longuement collaboré et avec qui je suis toujours en contact. Donc là, avec son accord, je diffuse ces formules en aromathérapie pour pouvoir d'abord traiter la morsure de la tique. Alors on peut mettre uniquement le titri, c'est à minima, mais si on veut faire une formule un peu plus élaborée, on peut avoir un mélange de désinfection de la morsure plus élaboré, dans lequel on va associer des molécules anti-infectieuses complémentaires, telles que la cannelle de Chine, telles que le giroflier, donc 2 grandes familles anti-infectieuses. Et ensuite, dans le dossier, je vous propose un traitement par voie orale, mais là voilà, donc ce sont des protocoles classiques, mais c'est vrai que je vous conseille aussi d'avoir un suivi par un naturopathe formé en aromathérapie ou un médecin formé en aromathérapie, parce que là, les formules que je vous donne, c'est un peu des formules passe-partout, mais souvent, on est obligé d'ajuster le dosage en fonction de la réaction des patients. En tous les cas, moi, j'ai utilisé ces formules avec des très bons résultats, mais on a dû souvent diminuer la quantité parce que la personne, selon sa sensibilité, ne peut pas supporter. On est sur des traitements costauds. Donc là, je vous mets les formules, où vous verrez cannelle de Chine, origan, thym, athimol et palmarosa. Et on peut également faire des traitements complémentaires dans le cas où le PCR montre qu'il y a eu des co-infections comme la babéliose ou la bartonellose. Donc je vous mettrai ça également. Et ce qui est intéressant de faire, c'est également de faire une cure trimestrielle, c'est-à-dire pour permettre au foie de mieux supporter l'aromathérapie ou la phytothérapie. Voilà, je ne détaille pas plus parce que le reste est dans votre dossier. Voilà, j'espère que ce dossier vous aura permis d'éclairer un sujet méconnu du grand public et même du monde médical, soyons clairs. Vous donnera de l'espoir si malheureusement vous ou un proche est concerné, et n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de thérapeutes spécialisés, mais là vous avez déjà de quoi faire du préventif, du curatif et surtout garder espoir, la priorité, et ce sera le mot de la fin, plus votre terrain est sain, moins vous avez de chances de développer la maladie de Lyme. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le direct.